Bonjour à tous, et oui, adieu Fuji X-H2S. Ça va en étonner certains parce que j'ai dit beaucoup de bien de ce boîtier, de Fuji en général. Et évidemment, je ne reviens pas en arrière sur ce que j'ai pu dire. Mais je vais expliquer un petit peu ce qui m'a mené à vendre le X-H2S et à le remplacer par un autre boîtier. Je vous dis pas tout de suite lequel. J'ai par contre gardé le X1620 parce que, encore une fois, la PSC, bien entendu, j'en ai dit énormément de bien et je ne reviens pas en arrière sur ce que j'ai dit en termes de l'avantage de la PSC, qui je trouve finalement est plus incarné par le X1620, qui est un boîtier totalement homogène et surtout suffisamment petit, compact, mais pas au détriment de la batterie. Qui fait que là, vraiment, on a tous les avantages de la PSC quand on le couple à des petits objectifs de très bonne qualité, comme notamment le Sigma 1850 f2.8, le nouveau 10-18 f2.8, évidemment, ou moi, je sais que j'ai gardé aussi le 56 1.4 de Sigma, qui est un objectif à portrait superbe et très compact et pas cher en plus. Bon, bref, voilà. On a les vrais avantages de la PSC, en tout cas. Pour mon boîtier principal, j'ai donc revendu le XH2S et je vais expliquer pourquoi, tout simplement. Alors, le XH2S, si c'est un excellent boîtier pour ce qu'il apporte, évidemment, avec son capteur empilé et tous les avantages du capteur empilé, que ce soit en termes de rolling shutter, en termes de banding, en termes de rapidité autofocus, évidemment que c'est un excellent boîtier, je ne reviens pas là-dessus. C'est un excellent boîtier au niveau de la construction, au niveau du viseur, au niveau prise en main, surtout avec des gros objectifs, on va dire. Voilà. C'est un boîtier surtout excellent en vidéo, qui apporte tous les codecs possibles, y compris le ProRes. Il y a encore peu de boîtiers qui ont du ProRes en interne. De la 4K 120, enfin, voilà. De la 4K 60 sans crop, etc. Voilà, donc un superbe autofocus en photo, vraiment. Après, quels sont les points qui, moi, m'ont amené finalement à m'en séparer, on va dire, pour essayer de trouver un boîtier plus homogène dans ma pratique. Alors, on va dire principalement des défauts, il y en a 3. Après, chacun, évidemment, les analyse comme il veut et ça peut être des défauts totalement mineurs pour certains, ce que je comprends très bien, ou majeurs pour d'autres. Bon, bref. Je vous explique rapidement. Je vais commencer par le système de menu, on va dire, et surtout l'interface tactile de Fuji. Je pense que quand on arrive, aujourd'hui on est en début 2024, mais même en 2023, peu importe, avoir des boîtiers maintenant qui ne sont pas complètement tactiles au niveau de l'écran, c'est-à-dire que c'est du moitié de tactile chez Fuji, je trouve que c'est plus acceptable. Tout simplement. Si on veut attirer la génération smartphone sur des vrais appareils photo et vidéo, je veux dire, il faut que tout soit tactile. Et puis, je veux dire, même moi qui suis pas de la génération à la base smartphone, ça m'empêche pas d'apprécier le côté entièrement tactile quand il existe. Et chez Fuji, c'est assez frustrant parce que, alors, certes, on a du tactile, mais alors c'est du tactile. Alors pas dans les menus déjà, c'est niet complètement. Dans le menu d'accès rapide, là où c'est bien utile d'avoir du tactile, c'est du tactile lent et pas réactif. C'est ce qu'on appelle le monopoint, contrairement aux autres constructeurs maintenant comme Sony et Canon et Panasonic, où on a du multipoint, et même Nikon, pardon, où on a du multipoint et où c'est beaucoup plus agréable. Et puis on peut régler aussi beaucoup plus de choses de manière tactile chez la concurrence. Voilà, et donc ça manque beaucoup maintenant sur les boîtiers Fuji, alors pas que sur le X-H2S, sur l'ensemble des boîtiers Fuji. Sur un X-H2S, ce qui manque aussi beaucoup, c'est le switch photo-vidéo.
Parce que sur un boîtier hybride, aujourd'hui, je trouve qu'on doit pouvoir justement switcher, c'est le cas de le dire, hein, très rapidement de la photo à la vidéo. Et ça manque sur le XH2S, bien entendu. Et ce qui va de pair avec ce manque de switch, c'est le fait qu'il n'y ait pas de double fonction au bouton du boîtier, hein, contrairement aux boîtiers qui ont ces switches et dont les boutons sont programmables différemment en photo et en vidéo. Alors, sauf toujours chez Fuji le X-T5, alors c'est compliqué chez Fuji, le X-T5 qui est un boîtier beaucoup plus photo, lui il a le switch photo-vidéo, alors que les boîtiers qui sont beaucoup plus hybrides comme les XH, ils n'ont pas le droit au switch. En attendant, le X-T5, il a beau avoir le switch photo-vidéo, on peut pas mettre une double fonction quand même au bouton du boîtier. Et ça, c'est assez regrettable, bien entendu. Alors, évidemment, il a une roue où il y a 7 modes personnalisables, hein, le XH2S, c'est super, sauf que la concurrence, quand on sait qu'avec le switch, les modes personnalisables, là aussi, ils basculent en vidéo, on peut les programmer différemment en photo et en vidéo, vous voyez, quand vous en avez 3, comme sur un Sony ou un Canon, ça vous en fait 6 en réalité, hein, entre la photo et la vidéo, donc finalement, il y en a juste un de plus sur le XH2S. Voilà, une fois qu'on a dit ça, en photo, un des petits inconvénients, alors sur le terrain, c'est pas toujours un problème, hein, n'exagérons pas, ça peut de temps en temps être quand même un peu embêtant. C'est l'interface de l'autofocus en fait qui est un peu curieuse quoi chez Fuji. Alors déjà le premier truc, c'est que bon vous avez toutes les détections et elles marchent super bien sur les boîtiers Fuji. Alors là par contre c'est un point fort franchement des Fuji là la détection en termes de rapidité, de précision et quand le sujet est très loin, c'est top sur les Fuji. En revanche, dès que vous n'êtes plus vraiment dans le cadre d'une détection, eh bien l'interface de l'autofocus c'est quand même pas terrible, hein. Alors tiens, le premier truc si on revient aux détections, c'est que vous pouvez pas mettre par exemple sur un bouton le choix de la détection. Et ça c'est quand même casse-pied, hein, vraiment, parce que dès que vous voulez changer la détection, il faut à minima que vous retourniez dans le menu personnalisé, qui je vous rappelle est du tactile d'un autre âge. Donc voilà, ce serait beaucoup plus rapide d'accès par un bouton comme on peut le faire sur un Sony ou un Canon. Et puis donc, le reste de l'interface de l'autofocus, c'est un peu léger, c'est-à-dire que dans le sens où on manque un petit peu de possibilités avec l'autofocus. Alors, un exemple simple, quand vous photographiez avec une détection, hein, donc moi, ma pratique qui est celle, je pense, de beaucoup de personnes hein, qui maintenant utilisent les détections, c'est de ne pas le laisser faire la détection comme il veut sur l'ensemble du cadre, hein. C'est bien entendu de pouvoir d'abord viser un sujet avec un collimateur plus ou moins grand, on va dire, adapté justement hein, au sujet qu'on va viser, et une fois qu'on appuie à moitié sur le déclencheur ou qu'on appuie sur iPhone, eh bien là, il va activer la détection sur le sujet qu'on a choisi et puis le traquer, là pour le coup, sur l'ensemble du cadre. Donc ça fonctionne, hein, sur le Fuji, c'est pas le problème. C'est juste que par contre, vous n'avez qu'une taille de collimateur possible. C'est-à-dire que si votre détection, par exemple, marche pas bien, qu'est-ce qui se passe normalement sur un Canon ou un Sony, pour les boîtiers que je connais, je veux dire, c'est que le collimateur qui a servi à essayer de faire la détection, si la détection se fait pas, il va naturellement se transformer en collimateur de tracking. Et le tracking va se faire à partir de la couleur, du motif, hein. Voilà. Eh bien, chez Fuji, vous n'avez qu'une taille de collimateur possible. C'est un carré d'une taille définie par Fuji. Vous pouvez pas en sortir. Et donc, parfois, c'est un peu limite, quoi, on va dire, hein. Voilà. Pour ce cas précis, alors il y a d'autres petits griefs. Par exemple, il n'y a pas non plus beaucoup de choix de zones de toute façon autofocus, hein, même en dehors du tracking. Bref, voilà. Après, le plus gros défaut, moi, le plus gros pour mon utilisation,
Et vous allez voir un exemple très vite. C'est l'absence de tracking. Là, cette fois-ci, en vidéo, il n'y a pas de tracking du tout. C'est-à-dire qu'en vidéo, en dehors des détections, vous ne pouvez pas suivre un sujet. Alors, vous pouvez mettre l'autofocus continu, bien sûr, et puis faire que l'autofocus va suivre les mouvements. En tout cas, il va surtout prioriser le premier plan. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne, l'autofocus continu en vidéo, sans tracking, sans rien. Vous pouvez le réduire à une zone plus petite si vous voulez aussi, mais dès que vous bougez ou votre sujet sort de cette zone, évidemment c'est mort. Hein. Donc voilà. Alors, dans quelles circonstances est-ce que c'est embêtant? Bah dès que, comme en photo, hein, la détection se fait pas bien. Et là, je vous renvoie à une vidéo, si vous voulez voir, hein, sur ma chaîne, qui s'intitule Le Carnaval vénitien d'Annecy, hein, édition donc 2023, c'était au printemps dernier. Magnifique, hein, carnaval vénitien dans la vieille ville d'Annecy, au bord du lac, hein, pour ceux qui connaissent. Très photogénique et puis très, je sais pas comment on dit, vidéogénique. Et donc cette année, j'y avais été vraiment en mode vidéo, donc mon X-H2S sur gimbal, voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir que la détection, elle patinait complètement. Alors c'est pas de la faute du boîtier, hein. C'est juste que avec les masques de carnaval, la détection des visages, ça marchait pas bien, évidemment. Et moi, j'ai mis trop de temps à m'en apercevoir, c'est-à-dire que comme j'ai pas d'écran externe type Atomos, j'ai que le petit écran de l'appareil, hein, je voyais pas suffisamment que l'autofocus faisait des gros pompages en réalité. Et quand je m'en suis aperçu, c'était bien tard. Et donc, surtout, j'avais aucune solution. Alors, si le laisser faire en autofocus sans détection, mais c'est pas mieux, hein. C'est-à-dire que l'autofocus sans détection, vous avez le meilleur compte d'être en mise au point manuel. Sauf que dans ces circonstances-là, vous êtes vraiment en mode run and gun, hein, comme on dit. Vous avez pas le temps de poser sur pied l'appareil, de faire une mise au point manuelle. Il y a du monde de partout. Enfin, voilà, vous êtes avec le gimbal, vous essayez de temps en temps de le lever au-dessus de la foule et tout, mais il faut que l'autofocus, faut que vous ayez confiance dans l'autofocus. Là, c'est pas possible autrement. Hein. Et donc, j'avais pas d'autre solution. J'ai essayé de mettre une zone plus réduite, on va dire, mais il fallait vraiment pas que le personnage sorte de la zone, sinon, bing, ça partait dans le fond, quoi, au niveau du focus. Surtout que j'y étais avec des focales fixes ouvertes à 1.4, hein, donc pour histoire d'avoir une bonne séparation des plans. Du coup, dès que la mise au point hésitait, forcément, ça faisait des dégâts. J'ai dû jeter vraiment plus de la moitié de mes plans. Donc c'est une vidéo, du coup, vous avez, si vous l'avez vue ou si vous allez la voir, qui dure que 4 minutes parce que j'ai fait avec les plans qui me restaient et encore sur les plans qui me restaient, il y a des pompages aussi. Je pense que vous les verrez, moins que ceux que j'ai jetés. Et alors c'est pas pour dire que s'il y avait eu le tracking, j'aurais eu 100% de mes plans nets. C'est une situation quand même difficile pour l'autofocus, bien sûr. Mais le tracking, là, il a son utilité parce que justement, sur des masques colorés de carnaval, eh bien, le tracking qui est basé sur une reconnaissance de couleurs et de motifs, il va s'en donner à cœur joie pour suivre le visage dans ce cas-là, hein, si on peut dire les choses comme ça. Évidemment, là, ça m'a cruellement manqué et ça m'a fait dire que, oui, il y a des situations où ce tracking en vidéo, il manque carrément. Alors, évidemment, là où il va manquer, c'est en présentation d'objets aussi, hein, par exemple, hein, pour ceux qui tournent des vidéos un petit peu comme ça. Bon, donc voilà. Eh bien, si on ajoute tous ces petits défauts, petits ou gros, on va dire, ça a commencé à faire beaucoup dans la mesure où la plus-value qu'il avait par rapport au XS20 que je possède aussi devenait assez ténue dans le sens où la plus-value c'était avant tout son obturateur électronique, bien entendu avec son capteur empilé, hein. Et bon, son obturateur mécanique aussi, parce qu'il était quand même à 15 photos par seconde, hein, alors que le XS20, il est à 8, hein, donc c'est quand même pas pareil. Et puis, bien sûr, c'est codec vidéo aussi que n'a pas, même si le XS20 est très bien fourni en codec vidéo, mais il n'a pas par exemple le ProRes, hein, le XS20, il n'a pas non plus la 4K 120.
Voilà. Donc, mais ça restait une plus-value quand même pas suffisante, je trouve, par rapport au XS20. Et puis, bon, ben voilà, après, je comptais pas le revendre là comme ça, spécialement. Alors, le Black Friday est arrivé, bien entendu, quand même, hein. Et sans du tout penser à changer ce boîtier, parce que je ne voyais pas de toute façon quel autre boîtier pouvait le remplacer. En fait, c'est surtout ça. Le truc, pas forcément chez Fuji, hein. J'étais prêt à investir un peu plus dans un autre système s'il fallait, quoi. Mais je voyais pas lequel, parce que pour avoir ce niveau de amené par le capteur empilé, en APS-C, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, alors même si on accepte un rolling shutter et un banding un petit peu plus présent, mais pas trop, on va dire, ben en APS-C, vous en trouvez pas déjà, hein. Donc voilà. Si vous voulez qu'il y ait aussi le prédéclenchement, bien entendu, et ça moi j'y accorde beaucoup d'importance, il faut éviter, enfin vous faites une croix sur Sony déjà, hein, de toute façon. Il vous reste Canon, mais Canon en APS-C avec le R7 qui est le plus haut de gamme, c'est quand même pas l'équivalent d'un XH2S, hein, le R7, même s'il est très bon, hein, quand même. Il fait quand même beaucoup plus là de rolling shutter pour le coup. Le R7, il a un capteur plus ancien en fait. Alors certes, qui par contre fait, je crois, 32 mégapixels, donc ça c'est un de ses avantages aussi. Après, c'est un boîtier quand même costaud, il a un excellent autofocus et tout, mais le problème majeur de Canon en APS-C, c'est le manque cruel d'objectifs, même si ça a été un tout petit peu corrigé dernièrement avec la sortie de leur 10-18, hein, voilà, mais ils ont toujours pas un objectif, on va dire, un zoom standard, hein, type Sigma 1850 f2.8, hein, au hasard. Ils n'ont pas un zoom standard à grande ouverture pour la PSC Canon, et ça manque trop dans cette gamme, hein. Ils n'ont pas non plus des petites focales fixes adaptées à la PSC. Il y a celles du plein format, évidemment, qui sont pas trop chères, genre le 50 1.8, le 16 2.8, essentiellement parce que les autres, ils sont quand même plus chers, hein, le 24 1.8 et voire le 35 1.8 qui en plus a un autofocus poussif. Bon, donc voilà, Canon et la PSC, c'est quand même pas dingue, hein, du tout. Donc du coup en APS-C, je voyais pas quoi pour remplacer éventuellement XH2S. Bien entendu, chez Canon et Sony, on n'a pas ces problèmes de tactile d'un autre âge. On a bien un tracking en vidéo, évidemment. On a les switches photo-vidéo. Enfin, voilà, quoi. Tout ce qui me manquait sur le XH2S. Sauf que, hein, je vous dis, que ce soit Sony ou Canon en APS-C, moi, ça me satisfaisait pas du tout, pas suffisamment. En tout cas, je voyais pas l'utilité. En retournant bien les choses dans tous les sens, le seul boîtier, moi, qui depuis sa sortie, hein, pour le coup, c'est pas là tout de suite qu'il m'a intéressé, qui me semblait intéressant, c'était le Canon R6 II. Parce que là, pour le coup, lui, il a bien tout ce qui fait la force de Canon par rapport à Fuji, donc au niveau du tactile, donc au niveau du tracking, d'ailleurs que ce soit en photo, où là on a tous les collimateurs qui peuvent s'associer au tracking, je veux dire. On a beaucoup plus de collimateurs déjà de toute façon, enfin par contre de possibilités pour l'autofocus en tout cas. On a surtout le switch photo-vidéo, hein, avec tous les boutons qui changent de fonction, voilà. Donc le menu évidemment personnalisé aussi. Ça c'est hein, sur tous les Canon, je veux dire à la limite. Là où par contre c'était pour moi le bon compromis, on va dire, c'est que lui en termes de rolling shutter, de banding, en termes d'obturation électronique, on va dire, et de rafale, il est tout à fait acceptable. C'est-à-dire que même s'il n'a pas un capteur empilé, c'est le meilleur de tous les capteurs non empilés, hein, celui qui a dans ce R6 II, qui est d'ailleurs aussi dans le Canon R8. Donc bon, moi depuis sa sortie, il me séduisait ce boîtier, sauf que évidemment, alors déjà on est chez Canon au niveau de la monture d'objectifs qui est pas ouverte à Sigma et Tamron, et puis c'est quand même cher. Alors
à sa sortie, c'était à peu près le même budget que le XH2S, hein, cela dit quand même. Bon. Et moi, surtout, l'objectif qui m'intéressait avec ce Canon, c'est leur 24-105 f4 de la série L. Parce que là, je trouve qu'on n'a pas l'équivalent trop en APS-C, quoi. C'est-à-dire que pour avoir un objectif de cette qualité-là, avec ce range-là, et puis il faut rappeler quand même que pour ce qui est de la profondeur de champ, et puis dans les hauts ISO, le f4 du plein format, c'est l'équivalent du f2.8 de l'APS-C, donc ça fait quand même un superbe objectif, je trouve. Et puis surtout, Canon a le bon goût, et ça c'est étonnant, de le vendre en kit avec le R6 II. Il n'y a aucun autre constructeur qui vend son 24-105 de très bonne qualité, f4 hein, je veux dire, en kit avec son boîtier. Hein. Sony ne le fait pas alors qu'ils en ont un, Panasonic ne le fait pas alors qu'ils en ont un, Nikon ne le fait pas alors qu'ils en ont un, c'est même un 24-120 Nikon. Donc voilà, Canon ils le font, ils vendent leur 24-105 de la série L, de f4 de la série L en kit, donc c'est-à-dire moins cher, avec leur R6 II. Bon, cela dit jusque-là, ce kit vaut normalement, je crois, 4100 €. On est calmé tout de suite, voilà. Donc pour moi, c'était pas du tout envisageable de vendre mon XH2S et quelques objectifs pour le remplacer juste par ce combo, parce que du coup, ça fait qu'un seul objectif. Bref, donc fin de l'histoire. Sauf qu'au moment du Black Friday, ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà le prix, pas que sur ce kit, hein, sur beaucoup de produits bien entendu, était déjà un peu remisé déjà de base. Hein, Black Friday oblige. Ensuite, beaucoup d'enseignes, que ce soit IPLN, que ce soit la FNAC ou d'autres, hein, je pense, ont fait une promotion là qui était carrément plus intéressante encore. C'était 15% de remise sur tout kit boîtier plus objectif. Enfin, pas l'achat d'un kit boîtier objectif, hein, l'achat d'un boîtier et de n'importe quel objectif, ou alors d'un kit boîtier objectif plus un autre objectif. Du coup, il y avait 15% de remise. Il se trouve que dans le cas de Canon, s'ajoutait encore, et à l'heure où je tourne cette vidéo, cette promotion existe toujours, 400 € de remboursés par Canon sur le R6 II, justement. 400 € quand même, hein, c'est pas 150 € là. Hein. Bon, alors à ce petit jeu-là, moi j'ai fait des essais hein, de mise au panier, là, comme on dit, pour voir un petit peu où ça menait tout ça. Et là où j'ai déclenché l'achat, hein, c'est quand j'ai vu que Canon R6 II, plus 24-105 f4, plus le 100-400 de Canon, qui est excellent pour d'autres raisons, on va y revenir juste après. Donc ce trio-là, hein, d'accord, me revenait avec le remboursement de 400 € que je précise, j'ai eu au bout d'une semaine. Hein, de Canon, donc pour vous dire qu'on pouvait quasiment l'intégrer à l'achat. J'étais le premier surpris de l'avoir si rapidement. Mes revenus à 3400 €. Alors que ça, c'est un combo qui normalement revient à 4800 €. En 3400 €, là oui, le jeu en valait la chandelle, vraiment. Donc j'ai craqué pour cet ensemble. Et donc je me filme avec là d'ailleurs pour préciser l'objectif. Alors j'ai aussi acheté là pour ça c'est excellent chez Canon pour le coup pour 200 € leur petit 50 mm 1.8. Alors là je veux dire il n'y a même pas l'équivalent chez Sigma en APS-C, on n'a pas quand même un 1.8 l'équivalent en plus un 1.8 du plein format. Hein. À 200 € quoi. Là, non. Alors bon, cet objectif n'a pas que des qualités, certes, mais enfin, il n'est pas du tout ridicule. Hein. Et il coûte 200 €. Donc évidemment que je l'ai pris, et c'est lui qui me filme ici. Hein, donc c'est un 50 mm, tout simplement. Là, il est à f2, hein, pour tout vous dire. Voilà. Alors, donc j'ai aussi le 100-400. Voilà. Et là, j'ai aussi fait l'acquisition. Donc à budget, on va dire, à budget neutre par rapport à la vente du XH2S et des objectifs que j'avais, sauf le 18-50 et le 56-54 que j'ai gardé
pour mon X1620. Donc c'est une opération neutre financièrement. J'ai acheté aussi le Canon, donc parce qu'on est obligé en Canon du coup, le 1530. Je crois que c'est f4.5, f6.3. Alors là pour le coup il n'est pas très ouvert. Rappelons qu'on est en plein format quand même. Voilà, alors je vous les présente rapidement. Je vous présente pas le R6.2 parce que je pense que vous le connaissez de toute façon. Et puis là, il me filme. Je vous présente pas le 50 mm non plus, parce qu'il est dessus, mais mes trois autres objectifs. Alors, celui que je voulais à tout prix, donc c'est celui-là, le 24-105 f4 de la série L, qui dément pas ses qualités. C'est-à-dire que c'est un objectif extrêmement qualitatif. Il est un petit peu lourd. C'est sûr que quand on vient du 18-50 f2.8 de Sigma, on est dans un autre monde, mais enfin, ça reste quand même acceptable. Et puis la polyvalence, 24, 105, f4 constant, et puis donc construction très bonne, étanchéité très bonne, c'est la série L de Canon, de toute façon, les meilleurs moteurs autofocus, USM, voilà. Et j'oubliais une stabilisation complètement dingue, couplée avec le R6.2. Alors là, ça, par contre, je l'avais pas mis moi forcément dans mes critères de changement de boîtier, mais j'avoue que je l'apprécie. C'est le niveau de stabilisation, de double stabilisation là, est incroyable, vraiment. En photo, vous pouvez descendre à des vitesses. Alors là, le fait d'avoir du f4, vous en fichez, mais éperdument. Déjà que vous pouvez monter dans les ISO très haut, mais en plus, là, si vous faites de la photo un peu nocturne en ville, par exemple, en voyage, franchement, là, le f4, aucun souci, avec une stabilisation pareille, vous êtes tranquille. Donc ouais, superbe objectif, bien sûr, c'est celui-là que je voulais de toute façon. Et vraiment, à ce prix-là, c'était inespéré, on va dire. Donc celui que j'ai pris pour déclencher les 15% de remise, c'est ce 100-400. Ce 100-400, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Avant, moi, en Fuji, j'avais le 70-300 de Fuji. Franchement, il était un tout petit peu plus court que ce 100-400, mais vraiment pas grand-chose, et il était pas plus large. Et surtout, il n'était pas plus léger. Ce 100-400 est incroyable. Enfin, on dirait vraiment un objectif APS-C. Vous imaginez que ça, c'est un 100-400, on vous dirait c'est un 100-400, mais que pour la PSC, vous diriez, ah ouais, bon, il est déjà compact, même pour un 100-400 APS-C, parce qu'un 100-400 APS-C, il y a Fuji qui en fait un. C'est 2,5 fois le poids et l'encombrement de ce 100-400. Le prix, on n'en parle même pas. Oui, parce que ce 100-400, il coûte en prix normal 740 €. Et là, je l'ai eu avec la promo du Black Friday plus l'histoire des 15%. Je l'ai eu pour un peu plus de 500 €, ce truc-là. Et ce truc-là, il est super piqué en plus. C'est-à-dire que c'est pas un objectif au rabais. Alors c'est un objectif un peu cheap dans le sens où il n'est pas tropicalisé, donc effectivement c'est son plus gros défaut. Il est vendu sans pare-soleil, mais là, il suffit d'aller sur ça c'est JJC pour ceux qui connaissent, c'est un équipementier qui fait pas mal de trucs, 15 € le pare-soleil, voilà, bon, ok. Donc ça, c'est pas un problème. Et surtout, ils lui ont mis le moteur USM, malgré que ce soit un objectif pas très cher. Donc, superbe rapport qualité-prix, vraiment merveilleux. Alors évidemment, par contre, la contrepartie, c'est qu'il est à f8 en bout de zoom et il démarre à f5.6. Donc c'est pas hyper lumineux, mais il faut se rappeler que monter sur un plein format, c'est à peu près comme si vous étiez, dès que vous êtes en haut ISO, évidemment, c'est à peu près comme si vous étiez à f4, f5.6 sur de la PSC, ce qui est le cas justement du 70-300 de Fuji. Alors en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au 70-300 de Fuji, cet objectif est plus piqué, c'est une certitude, et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il est moins cher, même à son prix normal. Voilà, pourtant, c'est un objectif plein format. Alors, voilà, et puis donc le dernier zoom que j'ai donc acheté, c'est ce compact, pour le coup 15-30.
Alors, c'est pas un 1530 f2.8 ni f4 constant, hein, celui-là par contre. Mais bon, encore une fois, je répète, en plein format, du coup, là, il y a la plus-value, justement, j'en parlais tout à l'heure, hein, et que je trouvais plus la plus-value vraiment de mon XH2S par rapport à mon XS20. Là, c'est vrai que quand on monte vraiment dans les hautes sensibilités, ça fait quand même une différence, on peut pas dire le contraire, hein. On a bien le stop, voire un stop et demi d'écart par rapport à la PSC. Et donc oui, là on a la plus-value, puis on a la plus-value aussi sur la profondeur de champ. Mais, alors pas avec celui-là d'objectif, hein, c'est sûr, sur la profondeur de champ, mais bon. En tout cas, il est très bon, pour le coup, par contre, hein, enfin je veux dire optiquement, il n'y a pas de problème. Il coûte 600 euros, bon, c'est honnête, hein, on va dire. Surtout, on a accès aux 15 mm. Ça, c'est quand même bien. Hein. En plein format, 15 mm sur un zoom, normalement, ça se paye hein, quand même. Bon, voilà. Et donc, sinon, il est stabilisé aussi et la double stabilisation fonctionne avec le R6.2. Donc ça, c'est un énorme avantage aussi, hein, parce que là, par contre, quand vous achetez soit en APS-C ou en plein format, un Sigma ou un Tamron super grand angle, hein, zoom super grand angle, ils sont pas stabilisés et donc évidemment ils vont pas marcher en duo avec la stabilisation des boîtiers. Hein. Sachant qu'en plus, par exemple sur un Sony, la stabilisation est pas aussi bonne que celle d'un R6.2 ou en tout cas sur le A7 IV, c'est sûr et certain pour en avoir eu un. Hein, c'est même très en dessous. Et là, couplé à une stabilisation objective comme ça de Canon, ça donne des résultats excellents. Et donc ça, c'est le point sur lequel je voulais aussi arriver, c'est qu'en vidéo, ça m'a bluffé. Que ce soit le 24-105 f4 ou le 15-30, ici, alors voir le 100-400 qui a aussi une excellente stabilisation, mais je fais quasiment pas de vidéo avec le 100-400. En tout cas, les deux autres, vous pouvez faire de la vidéo à main levée. Moi, ce que je ne faisais jamais avec que ce soit mon boîtier Sony ou Fuji, parce que la stabilisation, je trouvais, était quand même pas suffisante. Là, c'est bluffant. On arrive à faire de la vidéo à main levée vraiment excellente. Hein. Alors évidemment, dans des situations plus sérieuses, on va dire des tournages un peu plus longs que des petites vidéos comme ça, il faut quand même prendre le gimbal. Hein. Mais sinon, c'est bluffant en vidéo, vraiment. Voilà. Ensuite, alors oui, ce 15-30, c'est comme le 100-400, ça fait partie de la gamme un peu low cost de Canon, donc il est pas tropicalisé et il est vendu sans pare-soleil. Mais alors là, évidemment, même chose que pour le 100-400, voilà, 15 euros, JJC toujours, qui s'adapte évidemment parfaitement dessus. Hein. Ok. Voilà. Donc, oui, c'est sûr que ça change de Fuji, mais le boîtier m'apporte ce qui me manquait quand même sur le XH2S, sans trop perdre d'un autre côté, hein, dans le fait qu'il n'ait pas un obturateur électronique. Empilé, pardon. Et là où aussi, par contre, il faut accepter des petits manques par rapport au XH2S, c'est les codecs en vidéo, parce que alors là, pour le coup, ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que en vidéo, ses points forts, c'est d'avoir pour un plein format la 4K 60 sans aucun crop. Hein, ça, c'est vraiment super. En revanche, on a que du long op, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas faire du All-Intra, encore moins du ProRes. Bon, voilà, c'est un peu limité au niveau des codecs. Bon, après, il fait de la très belle vidéo. C'est juste que des fois, au montage, quand on a envie d'avoir du All-Intra, ben là, on peut pas. Bon, faut le savoir. En tout cas, ouais, très bon boîtier, bien entendu. Surtout le 24-105 f4 qui est l'objectif que j'ai toujours aimé. Hein. Quand j'étais en Sony, voilà, je l'avais. Chez Sony, le 24-105 f4, j'adorais quand même cet objectif. J'adorais beaucoup moins l'obturateur électronique des Sony. Hein. Mais voilà. Et donc voilà pour ce choix. Alors dernier point, le 50 mm 1.8 qui me filme.
Lui, il fait partie de la même gamme que le 1530 et que le 100-400, c'est-à-dire c'est pas la gamme L hein, chez Canon. Et là où il partage vraiment des points communs avec le 1530, c'est au niveau de l'autofocus, parce que autant le 100-400, il a le moteur USM, hein, le meilleur, le plus rapide de Canon, autant lui, c'est un moteur STM, alors sur un ultra grand angle, c'est moins gênant, c'est-à-dire qu'il est moins rapide que l'USM, et le 50 qui me filme aussi. Mais je tiens à le dire, si jamais vous hésitez à acheter ce zoom-là, où je crois qu'il y a aussi un 24-105, pas très ouvert non plus, mais qui a ce moteur STM qui fait partie de la même gamme que le 1530. Et justement, qui a le moteur STM. Et si vous vous dites, bon, qu'est-ce qui vaut ce moteur STM? Alors, je pense que chez Canon, il y a deux moteurs STM, franchement, hein, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le 50 mm qui me filme, là, ça va, on est en vidéo. Donc c'est un moteur pas à pas qui justement est adapté à la vidéo. C'est-à-dire que vous voyez, même si je bouge là, voilà, comme ça, hein, je fais des allers-retours et tout. Bon, l'autofocus me suit. Et surtout, on n'entend pas, j'entends aucun bruit, moi, de l'autofocus. Par contre, je peux vous garantir qu'en photo, on se croirait revenu à un objectif des années 90. Au niveau de l'autofocus, il est bruyant. Et il est pas super rapide, hein, on va quand même le dire. Alors bon, c'est un 50 mm 1.8, c'est pas très grave. Ça n'a rien à voir avec l'autofocus du 24-105, évidemment, ou du 100-400, et heureusement pour eux. Par contre, ce qui est marrant, c'est que l'autofocus du 15-30, c'est bien un STM aussi, et il n'a rien à voir du tout avec le 50 mm 1.8. Lui, vous ne l'entendez pas. Il est très rapide et pour tout vous dire, je n'arrive pas à faire la différence avec les moteurs USM qu'il y a dans mes deux autres objectifs. Donc vraiment, si c'est l'autofocus qui vous fait hésiter dans ces zooms là, un peu grand public de Canon, allez-y les yeux fermés. Par contre, c'est pas la même histoire dans leur focale fixe. Alors le 51.8, je peux vous le dire. Le 31.8, de tous les tests que j'ai vus, il est encore pire que le 51.8. Et le pire de tous, c'est le 85 f2. Donc voilà. Alors là, pour le coup, pour des focales fixes comme ça, moi je pense qu'il manque cruellement un Sigma là, hein, et Tamron surtout Sigma. Alors il se murmure, on va finir là-dessus. Il se murmure, alors il n'y a rien de sûr, mais que là en 2024. Canon commencerait à ouvrir sa monture à Sigma notamment. On en saura plus a priori peut-être au mois de février. Wait and see. En tout cas, ça serait génial évidemment. Et là, je pense que ça ferait beaucoup de mal à la concurrence là, notamment Sony, parce que c'est la seule, enfin, je trouve la seule force qui reste à Sony pour l'instant, c'est vraiment la gamme optique, notamment avec Sigma et Tamron. Là, si jamais Canon commence à ouvrir à Sigma, ça va faire mal. Bref, on en reparlera. En tout cas, comptez sur moi, bien entendu, maintenant que j'ai un Canon, du coup. Et puis donc, je peux comparer facilement Canon et Fuji avec le XS20 quand même, hein, pour voir. Et ben, je peux vous dire que, hein, puisque maintenant j'ai l'autofocus Fuji, contrairement à ce que beaucoup disent, le dernier autofocus Fuji, hein, on parle bien du dernier, hein, a pas grand-chose à envier à celui de Canon, hein, franchement. Alors oui, celui de Canon, il va être peut-être plus rapide vraiment sur des suivis où ça va vite, ça je suis d'accord. En matière de détection, je vous le dis net, le Fuji est meilleur, hein. Le Canon, quand vous êtes en détection de l'œil et tout, dès que vous êtes en basse lumière et tout, il hésite pas mal. Bon, après, il fait des photos nettes quand même, on va dire c'est l'essentiel. Mais enfin, dans le viseur, on voit que le collimateur, il saute, il prend le visage après l'œil, le visage, l'œil, il hésite. Le Fuji, claque, dans les mêmes conditions de lumière, il chope l'œil direct, rapidement, sans problème. Et en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus loin que le Canon. Vous voyez, hein, l'autofocus Canon, certes, il est très bon, mais il n'est pas parfait non plus. Et il y a des trucs que le Fuji fait mieux à ce niveau-là.
comme en vidéo d'ailleurs, le X1620 a plus de codec, hein, tout simplement, que le R6.2. Voilà, en tout cas pour ce choix. Et pour terminer, hein, bien entendu que mon but n'est pas du tout de dire du mal du Fuji X-H2S et de dire que je regrette d'avoir acheté ce boîtier. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, en tout cas, le Canon R6.2 qui est sorti finalement un peu après le X-H2S, de toute façon, je ne l'aurais pas acheté même s'il était sorti en même temps, parce que ça faisait s'envoler le budget plus vite que le X-H2S, même si les deux boîtiers étaient pas loin d'être au même prix avec les objectifs, surtout le 24-105 f4. Et puis le fait que Canon ne soit pas ouvert à Sigma et Tamron, on n'était pas sur les mêmes gammes de prix de toute façon. Bon, bref, ce problème est résolu grâce à ce qui s'est passé là au Black Friday en tout cas. On verra la suite, hein, tout simplement. Mais moi, je reste admiratif devant ce qu'a fait Fuji avec le X-H2S. Alors, pas pour les défauts qu'il faudrait que Fuji corrige d'une manière ou d'une autre. Certains peut-être par voie logicielle et d'autres faudra attendre malheureusement la génération d'après. Mais je reste admiratif dans le sens où c'est le seul constructeur qui a sorti un boîtier APS-C à capteur empilé, hein, et haut de gamme. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de concurrence, je trouve, à ce niveau-là, surtout chez Sony, ou voire même chez Canon. Hein. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.